Le héros qui a arrêté le virus qui allait détruire l'informatique mondiale. C'est comme ça que la télévision a présenté Marcus Hutchins en 2017, qui a trouvé la faille dans le virus WannaCry pour le désactiver globalement. On en a parlé récemment dans une autre vidéo, sauf qu'on ne vous a pas tout dit. L'histoire continue et ça devient sombre. 3 mois après, Marcus est interpellé par le FBI, ils veulent l'interroger sur comment il a stoppé WannaCry. Sauf que c'est un leurre. Il est arrêté, on l'accuse d'avoir créé un autre virus dévastateur, Chronos. Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Marcus Hutchins, né en Angleterre dans les années 90, adore l'informatique, contrairement à ses cours au collège qui l'embêtent. Au fur et à mesure qu'il se décroche de sa scolarité, il se rapproche du hacking. À 15 ans, il se fait connaître en proposant un service d'hébergement pour des sites illégaux. C'est là qu'il reçoit alors une offre d'emploi par un autre hacker, Vinny, pour créer son malware Upaskit. Bien sûr, il accepte, ce genre de virus, il adore. Il en avait déjà créé plusieurs juste pour s'amuser. Après avoir gagné un peu d'argent en terminant le logiciel, il est rappelé pour ajouter des fonctionnalités, changer le contenu des pages, enregistrer les frappes du clavier et carrément prendre en capture l'écran complet. Cette nouvelle demande alerte Marcus, ce serait parfait pour de la fraude bancaire. Il ne veut pas être impliqué dans un crime aussi grave et refuse. Vinny commence à faire du chantage, commande un gros stock de cannabis à son adresse et le menace de le dénoncer au FBI. En échange, il devra coder son nouveau malware, Chronos. Le jeune hacker accepte finalement de s'occuper des parties les moins dangereuses du virus. Vinny, sans prévenir Marcus, code le reste du virus en cachette avec un autre développeur. Puis Chronos est vendu 7000 $ sur le marché noir. C'est là qu'il décide d'arrêter sa vie de criminel. Le problème, c'est que le hacking le passionne toujours autant. Donc il décide d'ouvrir son blog Malware Tech où il décortique les virus du moment. Il les analyse et essaye de trouver leurs points faibles. Ça tombe bien, c'est la spécialité de Cryptos Logic, une entreprise qui le repère et l'embauche avec un très bon salaire. Pour eux, il désamorce plusieurs malwares, dont Mirai, un virus qui manipule des milliers d'ordinateurs pour lancer des attaques. C'est là que WannaCry fait son entrée, la popularité de Marcus explose et il se fait capturer par le FBI. Oui, c'est un criminel, son virus a causé du tort, il risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement. Marcus plaide coupable, prend pleine responsabilité de ses erreurs du passé, acceptant sa sentence. Mais il a grandi et a aidé des milliers de personnes grâce à tous les virus qu'il a arrêtés. Ça, le juge le prend en compte et il s'en tirera avec 1 an de liberté surveillée, lui permettant de continuer sa passion, analysant aujourd'hui encore des codes de virus sur sa chaîne YouTube. Les hackers qui changent de chapeau. Black Hat, c'est le nom qu'on donne aux hackers mal intentionnés, à l'inverse des White Hat qui veulent faire le bien. Les termes viennent des westerns, où le shérif a un chapeau blanc et le bandit un noir. Le plus connu, c'est de loin Kevin Mitnick, le hacker le plus traqué du monde, dans le top 10 des fugitifs les plus recherchés du FBI. On le surnomme le Condor. Il commence sa carrière de hacker sur des petites affaires, des failles de sécurité pour s'infiltrer dans des systèmes, sans réel but, juste pour l'adrénaline. Lors de ses 17 ans, il passe à la vitesse supérieure. Avec son premier gros coup, une attaque de Cosmos, un central téléphonique de Pacific Bell, là où sont enregistrés tous les appels de la firme, comme une sorte de grosse archive. Sauf que son ex le dénonce. Heureusement, il était mineur, 3 mois de détention seulement. Ces sanctions, c'est fait pour décourager les jeunes à récidiver. Mais pour Kevin, c'est complètement l'inverse. Maintenant, il est obsédé par le hacking. Il ne pense plus qu'à ça. À partir de 1983, il alterne entre les crimes, comme le hack du Pentagone ou d'ARPANET, et la prison. Sa plus grosse peine arrive en 1987, 3 ans d'emprisonnement pour avoir volé un logiciel à l'entreprise Santa Cruz Operations. Ouais, à l'époque on était au tout début de l'informatique. Internet vient tout juste d'être inventé, donc les peines sont assez faibles. Donc pourquoi arrêter Son prochain crime, s'infiltrer dans le laboratoire de recherche DEC. Le but, obtenir le code source de VMS, un système d'exploitation pour les ordinateurs VAX. Heureusement, il a un ami qui collabore souvent avec l'entreprise, Lenny. Il arrive à lui soutirer des numéros de téléphone et il s'infiltre, volant au passage plusieurs logiciels confidentiels. Mais Kevin est un petit troll, donc il appelle le patron de son pote en se faisant passer pour un agent gouvernemental. Il lui dit que son entreprise est poursuivie par le fisc. Ouais, on a connu plus drôle comme blague. Lenny le prend mal, normal, j'aurais pas aimé non plus. Il le trahit et le dénonce au FBI. Le hacker est incarcéré pendant 1 an après avoir avoué son hack et plaidé coupable. C'est là que son histoire devient folle. En sortant de prison, Kevin décide sagement de changer de carrière et de devenir détective. C'est son nouveau départ, sa deuxième chance. Là tout le monde est rassuré, il risque pas de commettre un nouveau crime, n'est-ce pas? Comme par hasard, son agence est beaucoup plus efficace depuis qu'il est là, comme s'ils avaient accès à des informations qu'ils n'étaient pas censés avoir. Et oui, Kevin a mis à l'œuvre ses talents de hacker pour obtenir illégalement des systèmes de données commerciales. Le FBI rouvre l'enquête. En quelques mois, c'est le mandat d'arrêt. Mais en arrivant chez lui, c'est vide. Kevin
Kevin a disparu, laissant derrière lui une seule trace, une boîte de donuts avec l'inscription les donuts du FBI. On est en 1989 et s'ensuit une course-poursuite qui va durer 6 ans. Kevin a toujours une longueur d'avance sur le FBI. Il s'amuse carrément à leur faxer des photos d'un informateur de la police, c'est juste pour troller. La presse se moque des autorités, les équipes incompétentes du FBI face à un seul hacker insaisissable. Son secret, il avait mis le FBI sur écoute pour anticiper tous leurs mouvements. Ça fut continu, mais le jour de Noël 1994, il s'attaque à la mauvaise personne. Tsutomu Shimomura, un expert en cybersécurité. Kevin s'infiltre dans son ordinateur et vole des données, notamment ses fiches de paix, grâce à une technique jamais utilisée. On lui a même donné son nom, mais Tsutomu avait prévu qu'on le hack. Chaque heure, son ordinateur envoie à son équipe les informations de connexion. Ça lui permet de détecter l'intrusion. Trop tard, ces infos ont été volées. Le seul indice qu'il a, c'est le nom du coupable, Kevin Mitnick. Maintenant, il veut sa vengeance et il s'allie au FBI. Après le piratage de Netcom, un fournisseur d'internet, Tsutomu et son équipe étudient de près tous les appels provenant du hacker. Pas facile de le repérer, il a cloné son téléphone 3 fois pour brouiller les pistes, il y a donc de l'heure. Faut procéder par élimination, ça ne peut être que dans la ville de Raleigh. C'est le seul emplacement qui coïncide avec les infos qu'il donne au téléphone. Quand il est arrêté, le 15 février 1995, il salue Tsutomu en lui disant en trollant « Félicitations ». Condamné à 5 ans de prison, la peine maximale pour un crime informatique à cette époque. Son histoire est mémorable, ça fait du bruit, il y a même un film dessus. Bon, pas fameux selon les critiques, mais ça résume bien le tout. Sorti de prison, il arrête son quotidien de criminel et devient consultant en cybersécurité. Et oui, après que les médias aient vanté ses mérites pendant des années, il n'a aucun problème à trouver du travail chez les plus grosses entreprises du monde. Il est décédé il y a quelques semaines, le 16 juillet 2023, d'un cancer du pancréas, restant à jamais l'un des pirates les plus mythiques de l'histoire. Sa vie en a inspiré plus d'un, pour le bon comme le mauvais. Par exemple, Matthew Bevan et Richard Price. On est en 1994, les deux jeunes ont failli déclencher une troisième guerre mondiale. Leur histoire commence quand ils infiltrent la NASA et le Rome Laboratory. Rien à voir avec l'Italie, c'est un centre de recherche militaire à Rome City, aux États-Unis. Ils volent des dossiers secrets, mais on parle de la NASA là, leur attaque est vite repérée. Des agents sont déjà en train d'enquêter sur eux, il ne faut surtout pas que les documents dérobés fuitent. À ce moment-là, la situation est assez tendue. Les USA et la Corée du Nord sont en pleine négociation à propos d'un programme d'armement nucléaire. Donc lorsque les jeunes hackers se connectent à un ordinateur d'une base nucléaire en Corée, c'est la panique en Amérique. Ils ont peur que les Nord-Coréens voient ça comme une attaque et déclarent la guerre. Ce serait le début d'un nouveau conflit, la troisième guerre mondiale. Bon, finalement, c'était pas en Corée du Nord, mais du Sud. Ouais, bien joué. Mais Matthew et Richard sont considérés comme la menace numéro 1 pour la sécurité des États-Unis. Ils sont arrêtés en 1996, puis libérés peu de temps après. Depuis, Richard a délaissé le hacking. Matthew, au contraire, a préféré utiliser ses connaissances pour devenir hacker éthique, puis ingénieur logiciel chez Nintendo. C'est pas les seuls à avoir ce parcours, comme Kevin Poulsen, qui, après avoir hacké un réseau de l'armée de terre et plusieurs dossiers secret défense, s'est reconverti dans le journalisme à propos du hacking. Ou alors Max Butler, surnommé Max Vision, spécialisé dans le vol d'informations de cartes de crédit, créant même un site, une sorte d'eBay d'infos bancaires, Carter's Market. Sa carrière de criminel a duré plus de 10 ans, commençant par hacker plusieurs sites du gouvernement fédéral américain. Mais pour voler plus de cartes, il développe plusieurs logiciels malveillants, comme le cheval de Troie Bifrost. Arrêté en 2007, il est accusé de la vente de 2 millions de cartes piratées, plus de 86 millions de dollars de vol, condamné à 13 ans de prison et à devoir restituer 27,5 millions de dollars en compensation. Depuis sa libération en 2021, il travaille dans la cybersécurité, tout comme d'autres hackers dont on aurait pu parler. Eric Taylor, qui avant ça exposait des infos de personnalités publiques, ou GeoHot, la première personne à jailbreak la PS3 puis l'iPhone. Ça lui a valu un gros procès avant de se ranger du bon côté. D'abord chez Facebook, pour finalement lancer sa propre entreprise de voitures autonomes. Les collaborateurs malgré eux. Dans la vidéo sur les Anonymous, on vous avait parlé de Hector Monségur. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochaines. Un ancien porte-parole qui crée son propre groupe, l'ULSEC. Avec, il attaque de nombreuses structures pour voler des données, comme le Sénat américain, Sony Pictures ou même la CIA dont ils font tomber le site internet. Leurs attaques continuent, mais ce que les membres de l'ULSEC ne savent pas, c'est qu'en juin 2011, Hector, sous le pseudo de Sabu, est arrêté. Chef de l'ULSEC pendant plusieurs mois, mais en secret, il est informateur du FBI. La supercherie s'arrête en mars 2012 où les membres principaux sont arrêtés. Sabu, maintenant détesté de tous ses anciens collaborateurs, se fait insulter. Pourquoi il a fait ça? Simple, il avait le choix entre informer le FBI pendant quelques mois ou 124 ans de prison. Sa décision a permis aux autorités de démanteler le groupe et d'empêcher plus de 300 cyberattaques. Libéré en 2014 après 10 mois de collaboration,
non, il devient consultant en cybersécurité. C'est pas le seul à être détesté par ses anciens alliés. Un autre est carrément devenu le hacker le plus haï du monde, Adrian Lamo. Il débute le hacking avec des jeux vidéo sur sa Commodore 64, mais sa vraie carrière débute dans les années 2000, s'introduisant dans les systèmes d'entreprise pour leur donner les failles. En faisant ça, il espère trouver un travail dans la cybersécurité. Mais en février 2002, quand il s'introduit dans la base de données du New York Times, il ajoute ses coordonnées dans la catégorie des experts. Ouais, on a vu plus discret. Lorsque la police l'arrête en 2004, il avoue avoir également compromis la sécurité de Microsoft, Yahoo et LexisNexis. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 65 000 $ à restituer. Mais en 2010, des milliers d'informations à propos de la guerre en Afghanistan et en Irak fuitent. Des télégrammes diplomatiques, des comptes rendus d'affrontements et même une vidéo de bavure militaire. Tout est en ligne sur Wikileaks, un site spécialisé dans les fuites de données. La responsable, c'est Chelsea Manning, analyste de l'armée américaine sur place. C'est en utilisant le Wi-Fi d'un Starbucks qu'elle devient lanceuse d'alerte. Personne n'est au courant que c'est elle, sauf Adrian Lamo. Elle a contacté en pensant qu'il la comprendrait. C'est un contributeur actif de Wikileaks après tout, un confident de confiance. Mais non, quand Chelsea souhaite que ses informations soient publiques pour une transparence absolue, l'autre ne souhaite pas avoir à garder un tel secret. Il a peur des conséquences du leak et la dénonce aux autorités. Il déclare « J'étais au courant de la plus grande violation de l'histoire du renseignement occidental, mais j'étais censé ne le dire à personne », alors que lui-même fait partie des contributeurs et même des donateurs actifs de Wikileaks. L'armée américaine est en panique, et Chelsea est incarcérée dans une cellule de 2 par 2,5 mètres de la prison de Quantico, ne voyant la lumière du soleil que 20 minutes par jour. De telles conditions d'emprisonnement sont réservées aux détenus condamnés à mort et sont censées être temporaires. Mais elle y reste 9 mois, une véritable torture qu'aucun prisonnier n'a vécue auparavant. Pour ces raisons d'incarcération qualifiées d'injustes, sa peine a été réduite de 35 à 7 ans de prison, pouvant finalement sortir en 2017. Quant à Adrian Lamo, certains le considèrent comme un traître, d'autres pensent qu'il était en relation avec le gouvernement, mais des années plus tard, il dit qu'il ne regrette rien. On a beaucoup d'exemples de hackers qui ont changé, même dans les plus grosses entreprises comme Apple. Au départ, Steve Wozniak et Steve Jobs créent la Blue Box, un dispositif pour passer des appels gratuitement. Évidemment, contourner les restrictions du pays, c'est illégal, mais ils commercialisent ces boîtes dans leur université pour 170 $. Après une quarantaine de ventes, ils arrêtent leur activité. Steve Jobs a même déclaré « Sans notre collaboration sur la Blue Box, Apple n'aurait jamais vu le jour ». Finalement, ensemble, après avoir côtoyé l'illégalité, ils construisent l'entreprise la plus cotée du monde. Il est important de se souvenir que derrière ces cybercrimes se trouvent des humains. Il ne faut pas minimiser leurs actes, mais se souvenir que les gens peuvent changer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus de ce style. Mettez le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!